En 1905, Roosevelt entreprend un voyage qui marquera sa biographie. La chasse dans les étendues de sauvages du Wyoming. Cette expédition devient non seulement une chasse, mais aussi une véritable épreuve pour lui, qui doit faire face aux mythes et légendes sur la créature. Cette histoire, entourée de mystères, deviendra la toile de fond de ses aventures à la frontière entre la civilisation et la nature sauvage. Theodore Roosevelt est l'un des personnages les plus colorés de l'histoire des États-Unis. Sa vie a été jalonnée d'aventures, de défis et de triomphes qui ont laissé une empreinte durable sur la politique et la conservation de la faune et de la flore. Né en 1858 dans une famille aisée de New York, Roosevelt s'est intéressé très tôt à la nature et à l'aventure. Il n'était pas seulement un président, mais aussi un chasseur, un explorateur et un naturaliste hors pair. Sa passion pour la chasse s'est forgée dès l'enfance, et plus tard, il deviendra un célèbre défenseur de la faune et de la flore, créant de nombreux parcs et réserves nationaux. L'une des histoires les plus fascinantes racontées par Roosevelt est celle d'un vieux trappeur de montagne nommé Bowman. Cette histoire, racontée pour la première fois dans le livre de Roosevelt The Wilderness Hunter, publié en 1889, a attiré l'attention de nombreux lecteurs. Cet homme qui a passé toute sa vie à la frontière a fait part de ses impressions sur la faune et la flore, et sur la créature dont on disait qu'elle était là. D'une certaine manière, son histoire semblait sincère et importante pour Roosevelt. C'est la seule histoire de ce type dans son livre, ce qui explique probablement pourquoi elle a été si mémorable. Bowman raconte ce qui lui est arrivé, à lui et à son partenaire. Ils sont allés poser des pièges dans les montagnes qui séparent la Salmon Fork du cours supérieur de la Wisdom River. N'ayant pas eu beaucoup de chance, ils décidèrent d'escalader un col particulièrement sauvage et solitaire où, selon les rumeurs, il y avait beaucoup de castors. Mais ce col a mauvaise réputation. Il y a 1 an, un chasseur qui s'y était égaré a été tué par un animal sauvage, et ses restes à moitié dévorés ont été retrouvés par des prospecteurs qui passaient par le campement. Le souvenir de cet événement ne laisse cependant pas indifférents les 2 trappeurs, aussi aventureux que le reste de leur famille. Ils emmènent leurs maigres poneys de montagne au pied du col et les laissent dans une prairie de castors, le terrain rocailleux n'étant pas praticable pour les chevaux. Ils sont ensuite partis à pied à travers une vaste forêt lugubre et ont mis 4 heures à atteindre une petite clairière où ils ont décidé d'installer leur campement. Il y avait de nombreux signes de présence de gibier. La nuit tombe et, après avoir construit un abri, ils déposent leur sac à dos et remontent le courant. Le terrain était très dense et difficile à traverser, avec beaucoup de sous-bois, bien qu'à certains endroits, la forêt lugubre était interrompue par de petites parcelles d'herbes de montagne. À leur retour au camp, ils ont eu la surprise de constater que quelqu'un leur avait rendu visite en leur absence. Apparemment, c'était un ours qui avait fouillé dans leurs affaires, dispersé le contenu de leur sac à dos et détruit leur campement. Les traces de l'animal étaient moins visibles, mais ils étaient occupés à reconstruire le camp et à faire du feu, et n'y ont donc pas prêté attention. Pendant que Bowman préparait le dîner, son partenaire, qui enquêtait sur les traces, a rapidement pris une torche sur le feu et les a suivis pour savoir où l'intrus était allé. Lorsque la torche s'éteint, il retourne en prendre une autre, répétant l'examen minutieux des traces. De retour au feu de camp, il se dit « Bowman, cet ours marche sur 2 pattes. » Bowman rit, mais son compagnon insiste sur le fait qu'il a raison. En réexaminant les traces à l'aide d'une lampe de poche, on constate qu'elles semblent effectivement être faites par 2 pattes ou 2 jambes, mais il fait trop sombre pour en être sûr. Après avoir discuté de la possibilité que les traces soient humaines et conclu que c'était impossible, les hommes s'enveloppèrent dans des couvertures et allèrent se coucher. À minuit, Bowman est réveillé par un bruit et, se soulevant sur les couvertures, sent une forte odeur d'animal sauvage. Dans l'obscurité, à l'entrée de son abri, il aperçoit un corps énorme. Saisissant son fusil, il tire sur l'ombre vague et menaçante, mais il rate sa cible, car il entend aussitôt le claquement de la boîte de culasse lorsque la créature, quelle qu'elle soit, disparaît dans la nuit noire de la forêt. La nuit suivante, ils dormirent brièvement, assis près du feu, mais n'entendirent plus rien. Au matin,
les chasseurs décidèrent de vérifier plusieurs des pièges qu'ils avaient posés la veille et d'en poser de nouveaux. D'un commun accord, ils passent toute la journée ensemble et rentrent au camp en fin d'après-midi. En s'approchant du camp, ils sont surpris de constater que l'auvent a encore été détruit. Le visiteur de la veille était revenu et, par méchanceté, avait leur jeté des objets et de la literie autour du camp, détruisant la hutte. Ses empreintes étaient moins visibles sur le sol. Lorsqu'il a quitté le camp, il a marché sur le sol mou du ruisseau. Les traces étaient aussi claires que la neige et, après un examen minutieux, il apparut que, quelle que soit la créature, elle marchait sur 2 jambes. Les hommes, très inquiets, rassemblèrent un gros tas de broussailles et allumèrent un feu vif toute la nuit, l'un d'entre eux restant la plupart du temps sur ses gardes. Vers minuit, la créature redescendit de la forêt, se posa sur le flanc de la colline et resta debout pendant près d'1 heure, en émettant des craquements aigus. Cependant, elle ne s'est pas approchée du feu. Le matin, après avoir discuté des événements des 36 dernières heures, les 2 trappeurs décident de porter leurs sacs et de quitter la vallée dans l'après-midi. Malgré l'abondance des indices de présence de gibier, ils n'ont récolté que très peu de fourrure. Cependant, ils doivent d'abord marcher le long de la ligne de pièges et les ramasser. Ils commencèrent donc à ramasser les pièges, qui étaient tous vides. Lorsqu'ils quittèrent le camp, ils eurent la désagréable impression d'être poursuivis dans les denses de forêts d'épicéas. De temps en temps, ils entendaient une branche craquer après leur départ. Finalement, ils se retrouvèrent à plusieurs kilomètres du camp, baignés par un soleil radieux. Leur crainte semblait absurde à ces 2 chasseurs expérimentés, habitués à tout danger provenant des hommes, des bêtes ou des éléments au cours de leurs nombreuses années d'errance solitaire dans la nature. Ils doivent récupérer 3 pièges d'un castor dans un petit étang situé dans un ravin à proximité. Bowman se porte volontaire pour les récupérer et les ramener au camp, tandis que son compagnon reste en arrière pour installer le camp et préparer les paquets. Lorsqu'il arrive à l'étang, Bowman trouve 3 castors piégés, dont il décide de libérer l'un d'entre eux. Quelques heures plus tard, alors qu'il rentre au camp, il est pris d'inquiétude. Le soleil est en train de baisser. Alors qu'il se hâte vers le campement sous les grands arbres, il est entouré par le silence et le vide de la forêt. Ses pieds ne touchent pas les aiguilles de pin, et les rayons du soleil qui traversent les troncs créent un crépuscule gris. Rien ne troublait le silence lugubre qui règne toujours dans ces denses forêts de vierges lorsqu'il n'y a pas de vent. Enfin, arrivé à l'orée de la petite clairière où se trouvait le campement, il cria en s'approchant, mais ne reçut aucune réponse. Le feu s'était presque éteint, mais une mince fumée s'élevait encore, et des ormes enveloppés et empilés gisaient à proximité. Au début, Bowman ne voit personne et ne reçoit aucune réponse à son appel. S'avançant d'un pas, il crie à nouveau, puis ses yeux tombent sur le corps de son ami, étendu près du tronc d'un grand épicéa tombé au sol. Se précipitant vers lui, le trappeur constate avec horreur que le corps est encore chaud, mais que le cou était brisé et que 4 énormes crocs sont visibles sur la gorge. Les traces de la bête inconnue, imprimées dans le sol meuble, racontent toute l'histoire. Le malheureux, après avoir terminé ses bagages, s'assit sur un tronc d'épicéa, face au feu et dos à la forêt, pour attendre son compagnon. Pendant ce temps, son terrible agresseur, tapi dans la forêt, attendait le moment propice pour surprendre l'un des aventuriers. S'approchant silencieusement par derrière, il marchait à pas longs et inaudibles sur 2 jambes. Arrivé près de l'homme, elle lui brisa brusquement la nuque, lui faisant basculer la tête en arrière et lui enfonçant les dents dans la gorge. La créature ne mangea pas le corps, mais sembla gambader et sauter autour de lui, comme pour célébrer sa victoire. Elle roula sur le corps et disparut dans les profondeurs silencieuses de la forêt.
Bowman, stupéfait et effrayé, décida que la créature qu'il allait rencontrer était autre chose qu'un animal sauvage ordinaire. Il pensa qu'il s'agissait soit d'un demi-animal, soit de quelque chose de plus sinistre, une créature qui ressemblait à un gobelin. Pris de panique, il laissa tout tomber sauf son fusil et s'élança dans le col, ne s'arrêtant que lorsqu'il atteignit les prairies de Castor, où paissaient encore ses poneys. Il enfourcha son cheval et partit rapidement, essayant de s'éloigner le plus possible de l'endroit où s'était déroulé le terrible événement. Le récit de Bowman dans le livre de Roosevelt contient de nombreux détails qui font écho à ceux qui décrivent les rencontres modernes avec Bigfoot. Bien que The Wilderness Hunter ait été écrit bien avant que le terme Bigfoot ne soit utilisé, on peut affirmer que la créature décrite dans ce récit est similaire à Bigfoot. Parmi les points communs évidents, citons les empreintes bipèdes repérées à plusieurs reprises sur le sol et le fait que Bowman et son compagnon ont cru pendant un certain temps que leur forme avait quelque chose d'humain. L'odeur âcre décrite lorsque la créature se tenait à l'entrée de l'abri est souvent mentionnée dans les récits contemporains. La façon dont la créature a tué le compagnon de Bowman, en lui brisant le cou et en lui mordant la gorge, soulève également de nombreuses questions. Le corps n'a pas été mangé et on peut supposer qu'il n'a pas été tué pour se nourrir, mais peut-être par colère ou par attachement territorial. Ce qui distingue vraiment cette histoire des observations modernes de Bigfoot, c'est le fait que la mort y est présente. Cependant, on peut supposer qu'à l'époque où Bowman et son compagnon ont rencontré cette créature, les États-Unis étaient un pays beaucoup plus sauvage et rude, avec des frontières étendues, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce cas n'est pas la première description d'une créature simiesque en Amérique. Les tribus amérindiennes ont donné à cette créature plus de noms que beaucoup ne le savent, et elle est souvent considérée davantage comme un esprit de la forêt que comme un véritable animal. Roosevelt, conscient de ses croyances, mentionne des guérisseurs amérindiens qui ont parlé de ce qu'on appelle le Bigfoot, mais il les classe parmi les superstitions. Dans l'un des chapitres précédents du livre, il décrit un cas où un guide autochtone a refusé d'aller dans les montagnes parce qu'il y avait des créatures inhumaines qui pouvaient le tuer. Il existe également une autre légende associée à Roosevelt, celle de la chasse dans les régions sauvages du Wyoming. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été marqués par un développement rapide de l'Ouest. Les terres sauvages, autrefois pleines de nature, subissaient des changements spectaculaires. Les chemins de fer ouvraient la voie à de nouvelles opportunités et de nombreux Américains cherchaient à conquérir la frontière. Les légendes de créatures inhabituelles errant dans les forêts et les montagnes sont devenues partie intégrante du folklore local. Ces histoires se transmettaient de génération en génération et beaucoup pensaient que la nature sauvage regorgeait de secrets à découvrir. Pour les habitants, la chasse n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un élément important de leur tradition culturelle. C'était un moyen d'interagir avec la nature, ainsi qu'une occasion de transmettre des connaissances sur celle-ci à la jeune génération. Les rumeurs concernant une mystérieuse créature qui tuerait le bétail ont commencé à être prises au sérieux. Les chasseurs et les habitants se sont réunis pour discuter de leurs craintes et de leurs attentes, créant ainsi une atmosphère de tension et de mystère. Ces rumeurs alimentent également l'intérêt pour la nature et attirent l'attention de chasseurs comme Roosevelt sur les aspects mystérieux de la vie sauvage. Inspiré par ses précédents voyages, Roosevelt décide qu'il est temps de lancer une nouvelle expédition. En 1905, il réunit une équipe de chasseurs et part pour les parcs nationaux du Wyoming. Ses attentes sont élevées. Il espère voir des paysages naturels étonnants et rencontrer des animaux sauvages qui font désormais partie de la mythologie américaine. Dans son livre « Note on Wildlife », il décrira plus tard son amour de la chasse et de la nature, qui deviendra la base de son engagement pour la protection de l'environnement. À leur arrivée dans le Wyoming, Roosevelt et son équipe découvrent des montagnes majestueuses, des forêts verdoyantes et des rivières limpides. Il est frappé par la beauté de la terre et le contraste avec sa vie citadine. Les chasseurs sont pleins d'enthousiasme, prêts à vivre de nouvelles aventures et à rencontrer des animaux sauvages. Chaque jour apporte son lot de découvertes et chacun espère que la chasse sera fructueuse. Roosevelt se plonge dans l'atmosphère de la nature sauvage, le cœur rempli d'un sentiment de liberté et d'aventure.
Dès les premiers jours de l'expédition, le groupe de chasseurs remporte des succès remarquables. Ils ont traqué et capturé plusieurs cerfs et sangliers, ce qui a renforcé l'esprit de l'équipe. Cependant, au fur et à mesure que la chasse se poursuivait, on entendait de plus en plus parler d'une mystérieuse créature qui terrorisait les fermiers locaux. Ces rumeurs ne font qu'attiser l'intérêt de Roosevelt et de ses camarades. Chaque jour apporte son lot de légendes sur la créature, qui, selon les habitants, terrifie les animaux et les gens. Peu après leur arrivée, la rumeur d'une mystérieuse créature tueuse de bétail commença à se répandre parmi les chasseurs. Les fermiers locaux la décrivent comme une créature énorme et féroce, capable d'attaquer n'importe quel animal. Ces récits suscitent un grand intérêt chez Roosevelt. Il a toujours été fasciné par le mysticisme et les phénomènes inexpliqués, et cette histoire représente un nouveau défi pour lui. Il pense qu'il s'agit là d'une occasion non seulement de se glorifier personnellement, mais aussi de repousser les limites de la connaissance de la faune sauvage. Les chasseurs ont commencé à rassembler des informations sur la créature en parlant aux habitants et en recueillant des récits. Certains affirment l'avoir vue, d'autres parlent des traces qu'ils ont trouvées dans la forêt. Chaque nouvel taux d'histoire apporte son lot de détails et renforce l'atmosphère de peur. Roosevelt, inspiré par ces récits, décida qu'il fallait percer le mystère de cette créature. Il est prêt non seulement à chasser l'ours, mais aussi à affronter quelque chose de vraiment mystérieux. L'un des chasseurs qui se joint à l'expédition est Edward Eddie Hart, un pisteur et aventurier expérimenté. Eddie devient un allié important de Roosevelt dans sa recherche de la créature. Il connaît la région comme sa poche et partage souvent ses connaissances sur la nature et les animaux. Ensemble, ils commencent à élaborer une stratégie pour capturer la mystérieuse créature, en s'appuyant sur les légendes et les conseils locaux. Eddie raconta à Roosevelt ses propres rencontres avec des créatures inhabituelles qui, selon lui, vivaient dans ces bois. Au fur et à mesure que la chasse se poursuit, la créature mystérieuse devient de plus en plus réelle. Les chasseurs trouvent comme dans la forêt d'étranges traces qui n'appartiennent manifestement pas à des animaux connus. Certaines de ces traces étaient énormes, tandis que d'autres semblaient tout à fait inhabituelles. Ces découvertes ont alimenté l'intérêt et l'excitation de l'équipe, qui s'est mise à travailler encore plus dur. Chaque nouvelle trace devient un motif de discussion et d'analyse, transformant le groupe en une véritable équipe de chercheurs. Chaque jour, les recherches s'intensifient. Un soir, alors que le groupe rentre au camp après une longue journée, Eddie remarque quelque chose d'étrange. Il entend des sons inhabituels provenant de l'obscurité de la forêt. Ce n'étaient pas les bruits des animaux habituels, mais quelque chose de plus profond et de plus menaçant. Eddie en parla à Roosevelt, qui décida qu'il fallait rester vigilant. Tous les chasseurs se rassemblèrent au camp, et il y avait une tension dans l'air qu'il était difficile d'ignorer. Bientôt, les chasseurs commencèrent à remarquer que leurs réserves de nourriture disparaissaient peu à peu. Une créature inconnue semble s'approcher du camp pendant que les chasseurs dorment. Cela ajoute au sentiment de danger et d'incertitude, obligeant tout le monde à être sur le qui-vive. Chaque soir devient un défi. Il faut s'assurer que personne ne disparaît. Les chasseurs commencent à se relayer pour protéger leurs biens et se protéger eux-mêmes. Parallèlement à la recherche de la mystérieuse créature, Roosevelt organise des chasses à l'ours traditionnel. Il sait qu'il ne s'agit pas seulement d'un divertissement, mais aussi d'une partie importante de son expédition. Une fois, au cours d'une chasse, il est tombé sur un ours énorme, ce qui a constitué une véritable épreuve pour lui en tant que chasseur. Il s'agissait d'une épreuve non seulement physique, mais aussi psychologique. Décrivant le processus de chasse,
Roosevelt ressent un mélange d'excitation et de peur. Il comprend que chaque tir peut être décisif et que l'ours n'est pas un simple gibier, mais un adversaire de taille. Les manœuvres complexes et la concentration constante créent un véritable stress, mais ajoutent à l'excitation du moment. Après une chasse à l'ours réussie, Roosevelt rentre au camp plein de fierté. Son trophée devient le symbole de ses aventures, mais il se rend compte que ce n'est pas la fin de leur calvaire. L'histoire de la mystérieuse créature n'est toujours pas résolue, et Roosevelt est déterminé à en finir. Une nuit, Roosevelt, incapable de dormir, décida de quitter le camp. Il se dirigea tranquillement à travers la forêt, écoutant les bruits qui l'entouraient. Soudain, il aperçoit une lumière brillante au loin. C'était une lueur étrange et pulsante qui l'attirait vers elle. Il pensait qu'elle pouvait être la clé du mystère. Alors qu'il s'approchait de la lumière, Roosevelt remarqua que les arbres environnants s'étaient épaissis et que le silence enveloppait la forêt. Il sentit que quelqu'un l'observait et à ce moment-là, son cœur battit plus vite. La créature inconnue s'était à nouveau manifestée. Le lendemain matin, Roosevelt fait part de son expérience à l'équipe. Il décide qu'il est temps de se mettre sérieusement à la recherche de la mystérieuse créature. Le groupe se divise en deux équipes. L'une poursuit les recherches dans la forêt, tandis que l'autre reste au camp pour le protéger. Cette approche leur permet de couvrir plus de terrain et d'augmenter leurs chances de rencontrer la créature. Au cours de leurs recherches, ils sont tombés sur des traces qui appartenaient manifestement à un grand animal, mais qui ne ressemblaient pas à un ours ou à un cerf. Il s'agissait d'énormes traces qui ne pouvaient appartenir qu'à quelque chose d'inhabituel. C'est alors que la peur et la curiosité s'entremêlent, créant une atmosphère de tension. Les chasseurs se rendent compte qu'ils sont peut-être tombés sur quelque chose qui n'était pas censé être trouvé. Peu de temps après, les chasseurs entendent à nouveau les bruits étranges, cette fois plus proches que jamais. Déterminés, Roosevelt et Eddie décident de se rapprocher de la source du bruit. Ils progressent lentement dans la forêt quand soudain une énorme créature apparaît devant eux. Elle ressemblait à un croisement entre un ours et un loup, avec des pattes puissantes et des yeux pénétrants. C'est à ce moment-là que la réalité et le mythe s'affrontent. Roosevelt se figea, réalisant que ses craintes étaient justifiées. La créature les regarda et ils comprirent alors qu'ils n'étaient pas seuls dans cette forêt. Leur rencontre avec cette créature mystérieuse a changé à jamais leur vision de la vie sauvage. À ce moment-là, Roosevelt a compris que la chasse n'était pas seulement une question de proie, mais qu'il s'agissait d'un lien profond avec la nature, pleine de mystères et d'horizons inexplorés. C'est une leçon dont il se souviendra toute sa vie. Après la disparition de la créature dans les bois, Roosevelt et son équipe retournent au camp, pleins d'excitation et de perplexité. Ils commencent à discuter de ce qu'ils ont vu. Beaucoup sont sceptiques, mais d'autres se rendent compte que leurs aventures dans la nature leur ont ouvert les yeux sur quelque chose de plus. Les chasseurs décidèrent de garder cette histoire en mémoire, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'oublieraient jamais cette rencontre. À la fin de l'expédition, Roosevelt rentre chez lui, plein de souvenirs de l'aventure et de l'expérience qu'il a vécue. Sa chasse à l'ours a été célébrée comme un événement remarquable, mais l'histoire de la mystérieuse créature n'a pas été racontée. Roosevelt a compris que la nature recèle des mystères qui ne peuvent pas toujours être expliqués. Cette prise de conscience est à l'origine de ses travaux ultérieurs sur la conservation de la faune et de la flore. Cette expédition a eu un impact profond sur sa vision de la nature et de la chasse. Il est devenu plus conscient de la nécessité de préserver la faune et de protéger les écosystèmes. L'histoire de Roosevelt et de sa chasse à une créature mystérieuse à la frontière américaine est devenue un symbole de son attitude envers la nature. Elle nous rappelle que la vie sauvage est pleine de mystères et que même les chasseurs les plus expérimentés peuvent rencontrer quelque chose d'inexplicable. Roosevelt est entré dans l'histoire comme un défenseur de la nature et un homme qui a su allier sa passion pour la chasse à son souci de préserver l'environnement. Cette rencontre avec une créature mystérieuse lui a ouvert les yeux sur l'importance de l'équilibre entre l'homme et la nature. L'histoire souligne également l'importance du respect de la faune et de ses habitants. Les succès de Roosevelt en matière de conservation ont inspiré de nombreuses personnes, et son héritage se perpétue dans tous les parcs nationaux qu'il a contribué à créer. La chasse, la nature et les créatures mystérieuses s'entremêlent dans l'histoire fascinante de Theodore Roosevelt,
dont la vie est un brillant exemple de l'interaction entre l'homme et la faune. Malgré l'absence de preuves évidentes, l'histoire continue de vivre dans la mémoire populaire et intéresse les chercheurs et les amateurs d'aventure. Cette histoire reflète non seulement les peurs et les mystères qui entouraient dans les coins reculés de la nature sauvage, mais aussi le lien profond entre les hommes et le monde qui les entoure. C'est tout. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, écrivez votre opinion dans les commentaires. Ci-dessous et à bientôt, bye.